Alors tout d'abord, merci infiniment pour cette invitation. C'est un plaisir de venir en Corse. J'avais eu l'occasion d'y aller 2 fois en vacances en famille, il y a longtemps. Et puis c'est aussi la première fois que j'ai le plaisir d'être avec du public depuis la fin de l'été dernier. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. La plupart de mon travail s'est fait derrière un écran d'ordinateur. Et je suis en fait assez émue d'être dans cette salle avec vous. Donc je vais vous parler de changement climatique, de l'état des connaissances, de la manière dont on construit une évaluation de l'état des connaissances de manière collective. Et puis je vais mettre l'accent sur quelques-uns des résultats récents que l'on a obtenus et qui à chaque fois ont une implication, une déclinaison par rapport à la Corse comme pour toutes les autres régions du monde. Alors sur cette diapositive, vous voyez des traits qui vont du bleu vers le rouge. C'est en fait le code-barre du réchauffement à la surface de la Terre. Une année, une barre entre 1850 et 2020. Et c'est une manière un peu artistique qui a été construite par un climatologue britannique, Ed Hawkins, de représenter l'évolution de la température à la surface de la Terre et ce degré de réchauffement qui est déjà observé. Alors pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas ? C'est question de climat. Ouais, il y a un mystère. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'en venant de la banlieue parisienne, je dois dire que le choc de température est présent. Il y a encore 15 jours, on mettait nos habits d'hiver. Je dois dire que l'acclimatation est brutale. Donc les points importants de cette présentation, c'est le fait de souligner que le climat change déjà partout, avec des effets visibles. Et ce changement est une rupture par rapport aux variations naturelles passées du climat. Ça affecte aussi bien les sociétés humaines, les activités humaines, que les milieux naturels, les écosystèmes. Je vais vous montrer comment on établit que c'est dû aux émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre. Il y a une inertie. Et ce n'est pas l'inertie du climat qui compte. C'est la vitesse à laquelle on peut transformer nos infrastructures, la manière dont on se chauffe, dont on se déplace, dont on se nourrit, la manière dont on produit tout ce qui est produit de manière industrielle. C'est ça, en fait, qui conduit à une inertie. Et de ce fait, à court terme, il y a des évolutions climatiques qui vont être inévitables, mais auxquelles on peut se préparer. C'est toute la question de la gestion de risque, de l'adaptation. À long terme, c'est-à-dire quand mes enfants auront mon âge, à horizon 2040-2050, là, par contre, on a des évolutions qui peuvent être profondément différentes. Si on agit tous rapidement, on peut arriver à limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Si on n'agit pas, si on utilise toujours plus d'énergie fossile dans le monde, on peut avoir à l'inverse une accélération du réchauffement climatique et ses conséquences. Et le dernier point, j'en dessinerai quelques aspects. Ce ne sera pas le cœur de ma présentation, mais il existe de très nombreuses options pour agir. Construire un développement au sens de permettre à chacun de vivre dignement, qui soit résilient même dans un climat qui change, qui soit soutenable, qui protège aussi la biodiversité et qui permette d'aller vers la neutralité carbone parce que c'est une condition clé pour stabiliser le réchauffement climatique. Alors je vous parle de changement climatique. Qu'est-ce que c'est ? Alors le premier point que je veux mentionner, c'est une formidable aventure scientifique. Depuis l'Antiquité, il y a une observation de la variabilité des conditions météorologiques d'une année à l'autre. Et dans l'Égypte ancienne, on avait des instruments de mesure, les premiers, qui étaient les marches graduées qui servaient à suivre les crues du Nil et qui nous donnent des chroniques historiques très anciennes. Et je pense que vous allez reparler d'Égypte demain, ici. C'est les enregistrements, finalement, de la variabilité naturelle du climat les plus anciens qui existent. Souvent, les agriculteurs tiennent aussi des chroniques d'observation qui sont parfois disponibles sur le temps très long. Mais les sciences du climat modernes, elles sont nées avec l'invention des instruments de mesure, thermomètres, baromètres, pluviomètres, qui permettent d'avoir une mesure objective, et puis à la construction de grands réseaux d'observation. Au départ, c'était pour prévoir le temps. Prévoir le temps, qu'est-ce que c'est ? C'est observer la situation météorologique partout à un moment donné, avoir une capacité de modélisation de l'atmosphère et à partir de son état de départ, savoir anticiper à quelques heures ou quelques jours. Donc l'observation a fait partie des progrès de la météorologie. Mais quand on parle de climat, ce n'est pas simplement l'atmosphère,
c'est aussi l'océan, la surface des continents, la végétation, le vivant, en mer comme à terre, et puis tout ce qui est enneigé et englacé, qu'on appelle la cryosphère, et leurs interactions. Et donc comprendre le fonctionnement du climat, c'est comprendre l'atmosphère, l'océan, comment ça fonctionne, le rôle par exemple de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui joue un rôle très important, comprendre aussi le rôle de l'atmosphère sur le transfert de rayonnement. Et depuis les travaux, par exemple, de Joseph Fourier au XIXe siècle, on sait que l'atmosphère, elle laisse passer la plupart du rayonnement solaire. Il y en a une partie qui est renvoyée vers l'espace. Et on sait aussi que la surface de la Terre, quand elle est chaude, elle émet un rayonnement de chaleur infrarouge que nos yeux ne voient pas. Et certains gaz présents dans l'atmosphère ont une capacité extraordinaire d'absorber ce rayonnement de chaleur et de le réémettre un peu vers l'espace et un peu vers la surface. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Les premiers travaux qui reliaient l'influence humaine et une hausse de l'effet de serre, ils datent de la fin du XIXe siècle, avec en particulier un chercheur suédois qui s'appelait Svante Arrhenius, qui avait fait des petits calculs pour évaluer, à force de brûler du charbon, quel effet ça pourrait avoir sur le climat de la Terre. Alors les calculs étaient un peu faux, ils se sont affinés depuis, et en particulier parce que, à partir du XXe siècle, on a eu le développement d'outils pour comprendre le fonctionnement du climat sous forme de planètes virtuelles, ce qu'on appelle un modèle de climat. Donc c'est faire comme une planète virtuelle à base des équations de l'atmosphère, de l'océan. On va couper l'atmosphère en cubes, l'océan également. Et ces modèles de climat, ils permettent de comprendre comment le climat de la Terre fonctionne, comment il réagit à des perturbations naturelles passées, comment il produit sa propre variabilité du fait des échanges entre l'atmosphère et l'océan, principalement. Vous le savez très bien, ici, c'est frappant. Et puis également, finalement, comment est-ce que le climat de la Terre va évoluer à l'avenir, et en particulier selon ce que nous, on va faire, qui perturbe le bilan d'énergie de la Terre. Le XXe siècle, il est aussi marqué par des progrès d'observation de la Terre depuis l'espace, par les satellites, depuis la fin des années 70. Par exemple, la montée du niveau des mers, on la suit à l'échelle planétaire depuis l'espace, en plus des stations de mesure qu'on appelle des marégraphes, qui ont été installées sur les côtes depuis longtemps. Et puis c'est aussi, moi j'ai contribué à cela, des progrès importants pour caractériser et comprendre les grandes variations passées du climat. Parce que finalement c'est la même machine climatique qui a réagi dans le passé avec des facteurs naturels et qui réagit aujourd'hui avec un intrus dans son fonctionnement. Alors pourquoi est-ce que je parle d'intrus ? Parce que les activités humaines modifient très profondément la composition de l'atmosphère. Vous avez là, depuis 2000 ans, des mesures dans les carottes de glace qui enregistrent dans l'air piégé dans la glace l'histoire de la composition de l'atmosphère quasiment directement, et puis des mesures directes dans l'atmosphère, comme celles qui sont faites du côté de Ersa, en Corse, et dans de nombreuses stations dans le monde. Donc vous voyez que la teneur en dioxyde de carbone, un des gaz à effet de serre présents naturellement, a augmenté très fortement depuis la révolution industrielle, et c'est directement lié au fait de déforester, de brûler du charbon, du pétrole et du gaz. On en est à plus de 40% de plus par rapport au niveau naturel des périodes douces du dernier million d'années. La dernière fois qu'il y avait autant de CO2 dans l'atmosphère, c'était une période géologique ancienne, le Pliocène, il y a environ 3 millions d'années. En fait, graduellement, la végétation avait retiré du CO2 de l'atmosphère, le plancton marin, ça avait été enfoui, ça a donné lieu à une transformation, c'est ce qui est à l'origine des énergies fossiles. En brûlant brutalement ces énergies fossiles, on recrée une atmosphère riche en CO2 comme on en a eu à l'échelle géologique pendant des périodes chaudes. Sauf qu'on le fait extrêmement brutalement. Il n'y a aucun analogue à l'ampleur et à la vitesse de cette perturbation. Un autre gaz à effet de serre important, c'est le méthane. C'est essentiellement lié à des fuites de gaz naturels, à l'élevage de ruminants à très grande échelle, à la fermentation de déchets, ou bien à des activités où on va inonder des zones, par exemple pour produire du riz. Et quand vous regardez la teneur en méthane dans l'atmosphère, elle est à 2,5 fois le niveau naturel. Et puis, troisième gaz à effet de serre que les activités humaines ajoutent, l'oxyde nitreux, c'est en particulier lié à l'utilisation d'engrais et aux épandages pour fertiliser finalement et pour les activités agricoles. Donc il est certain qu'on perturbe très profondément la composition de l'atmosphère et ça ne s'arrête pas.
Là, je vous propose un zoom sur la période des derniers, depuis 1980, donc les mesures directes dans l'atmosphère, jusqu'à cette année. Et vous voyez que le niveau dans l'atmosphère continue à augmenter pour le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux. Tant que nos émissions ne diminueront pas fortement, ce niveau va continuer à augmenter. On peut voir l'atmosphère comme une sorte de baignoire. C'est l'analogie que je veux déployer. Alors qu'est-ce que nous, on ajoute dans cette baignoire ? Donc du dioxyde de carbone. Les émissions mondiales pendant ma propre vie sont passées d'environ 10 milliards de tonnes à près de 40 milliards de tonnes, uniquement par l'effet de l'utilisation des énergies fossiles. Donc on déverse en fait chaque année près de 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc on a tous en fait des petits robinets. Quand on fait le plein de sa voiture, quand on cuisine, quand on se chauffe, quand on achète des produits manufacturés faits avec du charbon, en fait, on contribue à déverser bien involontairement du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors on a de la chance, parce que finalement, il n'y en a qu'à peu près la moitié qui reste dans l'atmosphère chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il y a des trous qui vident cette baignoire atmosphérique, c'est ce qu'on appelle les puits naturels de carbone. L'océan en récupère autour de 23%. Mais à quel prix ? Au prix de son acidification, donc une modification de la chimie de l'eau de mer, qui est une source de préoccupation parce que de nombreux organismes marins dépendent de la chimie de l'eau de mer pour faire leurs coquilles, leur structure, par exemple pour les récifs de coraux. Et puis l'autre puits naturel, c'est celui de la végétation et des sols, qui capte environ 30% de ce qu'on met dans l'atmosphère chaque année. Le CO2 peut être vu comme étant fertilisant pour la croissance des plantes, mais c'est à certaines conditions. S'il y a assez d'eau, s'il y a assez de nutriments. Et dès qu'on a un manque d'eau, au contraire, on a une question sur ce puits de carbone et son devenir dans un climat qui se réchauffe. Alors maintenant, je vais essayer de vous esquisser comment chaque facteur joue sur le bilan d'énergie de la Terre. Vous imaginez, on se met au sommet de l'atmosphère. Donc on reçoit du rayonnement solaire. Nos activités piègent une partie de cette chaleur émise par la surface de la Terre réchauffée par le Soleil. Et on va mesurer en positif chaque facteur qui réchauffe, le dioxyde de carbone, le méthane et les autres gaz traces. Et on va en retirer les facteurs qui refroidissent, parce qu'il y a aussi un effet parasol qui est dû aux particules de pollution, qui renvoie une partie du rayonnement solaire vers l'espace, ou qui favorise la formation de nuages, qui, ceux-là, vont renvoyer aussi une partie du rayonnement solaire vers l'espace. Donc l'effet net des activités humaines, il est certain que c'est un effet réchauffant, par l'effet de serre supplémentaire, dont environ un tiers est masqué par l'effet parasol des particules de pollution. Et puis tous les gaz à effet de serre n'ont pas les mêmes caractéristiques. Le dioxyde de carbone, c'est celui qui pèse le plus par son ampleur, la chaleur supplémentaire piégée, par le fait qu'il altère les conditions pour l'océan, pour la végétation et les sols, mais aussi parce que celui qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui va continuer à agir sur des échelles de temps de siècles à millénaires sur le climat. Donc on peut aussi le voir comme une sorte de déchet à longue durée de vie. Le méthane, lui, par contre, au bout d'une dizaine d'années, il est détruit dans la haute atmosphère et il donne des toutes petites quantités de CO2. Et donc, si on diminue les émissions de méthane, en fait, assez rapidement, on va éliminer son effet sur le climat. Vous voyez qu'on a affaire avec des substances qui n'ont pas les mêmes propriétés une fois qu'on les met dans l'atmosphère. De la même manière, les particules de pollution, elles sont concentrées près des grandes villes, près des zones industrielles, et puis quand il pleut, elles retombent. Et donc, pareil, la durée de vie dans l'atmosphère est beaucoup plus courte. Alors, ce sont les mêmes données, mais je vous les montre en fonction du temps. Donc, si on se met entre 1750 et 1950, vous voyez la hausse des émissions de gaz à effet de serre, qui conduit à un effet de serre supplémentaire, un petit peu masqué par les particules de pollution. Et puis, vous voyez cette accentuation de l'effet net des activités humaines à partir des années 1970, et une perturbation du bilan d'énergie de la Terre qui se poursuit à un rythme quasiment constant. En fait, la réponse du système climatique, elle est proportionnelle à cette perturbation.
Donc tant qu'on ajoute des gaz à effet de serre, qu'on piège de la chaleur, on va continuer à accumuler de la chaleur dans le système climatique et le climat va continuer à dériver, en Corse comme partout ailleurs. Parfois, certains pensent que des facteurs naturels peuvent jouer un rôle important. Alors effectivement, vous avez les cycles de 11 ans du Soleil, dont l'amplitude est représentée ici par les petits pics jaunes. Ça joue un tout petit peu. Ça n'explique en rien l'accumulation de chaleur dans le système climatique. Et puis de temps en temps, vous avez une grosse éruption volcanique. Alors c'est pas intuitif, mais les grosses éruptions volcaniques, elles refroidissent le climat. Parce qu'elles mettent des panaches de poussière dans l'atmosphère, et ça fait un effet parasol pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après elles retombent. Alors vous vous souvenez peut-être du volcan Pinatubo en 1991. Il y avait eu un petit effet refroidissant temporaire. La période des derniers 50 ans, c'était une période un peu agitée, un peu plus d'éruptions volcaniques que la moyenne. Donc s'il n'y avait eu que ce facteur-là, il y aurait eu un léger refroidissement du climat. Alors on piège de la chaleur qui ne part plus vers l'espace, cette chaleur s'accumule, et puis le climat y réagit avec ce qu'on appelle des rétroactions. Par exemple, quand l'atmosphère est plus chaude, le manteau neigeux fond plus tôt. La glace de mer gelée près du pôle Nord se réduit. On perd l'effet miroir des surfaces blanches, ça augmente le réchauffement là où elles étaient présentes. C'est un effet amplificateur. Un autre effet amplificateur, c'est l'atmosphère qui est plus chaude, elle va contenir plus de vapeur d'eau. Pour chaque degré de plus, c'est 7% d'humidité qui peut être contenue dans l'atmosphère en plus. Et la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Donc en fait, ça amplifie l'effet initial dû aux activités humaines. Et on sait maintenant que les nuages qui sont formés dans un climat qui se réchauffe ont aussi un effet net réchauffant. C'est ce qui est associé à l'incertitude la plus large, mais l'effet des nuages qui se forment davantage est un effet réchauffant. Alors si on regarde où va la chaleur supplémentaire qui part plus vers l'espace, une partie est convertie en fonte des sols gelés, de la neige, de la banquise, des glaciers. Une partie réchauffe l'air près de la surface, 2% de l'énergie supplémentaire. Une partie réchauffe les sols. Alors peut-être certains d'entre vous ont des caves pour stocker du bon vin. Et quand vous mesurez la température dans les caves, en fait, vous voyez l'augmentation de la température qui pénètre en fait en profondeur dans les sols. On le voit aussi dans les grottes. On le voit sur les sols gelés de haute altitude ou près de l'Arctique. Et puis le gros de la chaleur qui ne part plus vers l'espace, elle rentre dans l'océan. Donc vous voyez que l'océan joue un rôle extrêmement important dans le fonctionnement du climat. Il récupère 23% du CO2 qu'on ajoute et plus de 90% de la chaleur. Pour nous, vivant à la surface, c'est plutôt bien. Ça limite l'ampleur du réchauffement à la surface. Mais vous le savez peut-être, l'océan mondial, on a des eaux qui se forment en surface, plus chaudes, qui vont plonger, emmener de la chaleur en profondeur, et puis ressortir près de la surface. Et quand on prend par exemple l'océan Atlantique, le temps de parcours des masses d'eau, pour boucler cette boucle, c'est à peu près 1000 ans. Donc ça veut dire qu'on va ressortir pendant des siècles des eaux qui sont aujourd'hui formées plus chaudes et qui vont maintenir des conditions plus chaudes à la surface de la Terre pendant très longtemps. C'est pour ça que j'ai mis cette petite croix. En fait, on a l'impression parfois que la façon dont on interagit avec le climat, c'est comme quand on met le chauffage dans sa voiture, vous voyez ? On tourne le curseur vers le chaud, et puis si on le met dans l'autre sens, on reviendra en arrière. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça, parce que comme l'océan capte le plus gros de la chaleur, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Donc le réchauffement climatique qui est déjà là, il va rester là pendant très longtemps, à l'échelle de plusieurs siècles, à plusieurs milliers d'années. Alors je vous montre là le suivi de la quantité de chaleur stockée dans l'océan mondial. C'est le résultat d'un travail formidable de toute la communauté mondiale des océanographes. Au début, dans les années 50, ils prenaient un seau, puis ils mesuraient la température dans le seau en surface, pour avoir une idée de la température à la surface de la mer. Et puis après, il y a eu des instruments qui plongeaient en profondeur, et maintenant on a même des robots qui plongent et qui remontent, et qui font des profils de température dans l'océan à grande échelle. C'est important, par exemple, pour les activités de pêche, d'avoir ce suivi-là, mais c'est fondamental pour comprendre l'évolution du climat. Et quand on regarde, depuis 1960, la quantité de chaleur présente dans les océans, vous voyez que ça augmente régulièrement. En fait, ça reflète directement le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. On a vraiment un lien direct entre les deux. Et pour vous donner un ordre de grandeur,
Donc l'unité, c'est 10 puissance 21 joules. C'est des quantités colossales d'énergie qui sont accumulées dans l'océan. D'une année à l'autre, c'est environ 20 fois plus de chaleur qui rentre dans l'océan que l'ensemble de l'énergie primaire qu'on consomme dans le monde. C'est le résultat de l'effet de serre supplémentaire et de la réponse du climat à cet effet de serre supplémentaire. Vraiment, on a eu un effet qui est considérable à l'échelle planétaire. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'évolution de la température à la surface de la Terre ? Vous avez là mon code barre du climat. Vous vous souvenez de la jolie figure du début qui allait du bleu vers le rouge ? Bon, là, c'est en version scientifique, c'est moins joli. C'est moins joli parce que, bien sûr, il y a une variation d'une année à l'autre, du fait des courants marins, de stockage de chaleur un peu plus dans l'océan, un peu plus vers l'atmosphère, essentiellement dans les tropiques d'ailleurs. Ce que vous avez en bleu, c'est ce qu'aurait été l'évolution du climat sans l'activité humaine, uniquement en réponse à l'effet du soleil et des volcans. Donc on aurait eu un climat relativement stable, avec des petits coups de froid, dans les périodes un peu plus actives pour le volcanisme. Ce que vous avez en orange, c'est notre estimation de l'effet des activités humaines. Donc l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, un petit peu masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et vous voyez que notre meilleure estimation, c'est que 100% du réchauffement observé au niveau planétaire est la conséquence des activités humaines. Il y a parfois des gens qui pensent que ça se réchauffe parce que l'océan ressort de la chaleur. Mais je vous ai montré que c'est l'inverse. En fait, l'océan accumule de la chaleur et on peut très bien la suivre de la surface vers la profondeur. Ce simple résultat-là, il a été anticipé dès le milieu des années 1980. Il n'a fait que se confirmer et il reste souvent très mal compris. Et quand j'ai l'occasion de rencontrer des élus, par exemple, et que je leur demande à votre avis sur le degré de réchauffement, quelle est la part qui est due aux activités humaines, souvent ils me répondent peut-être 20% ou peut-être 50%. Ils n'ont pas conscience qu'en fait, ce réchauffement, ce déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, c'est le résultat involontaire des activités humaines depuis la révolution industrielle. Et enfin, quand le climat change, la météo change. Alors prenons par exemple le mois de juin en Corse. Si vous prenez la période d'il y a une trentaine d'années, vous aviez une certaine probabilité d'avoir les températures moyennes de juin en Corse, puis de temps en temps des situations fraîches et de temps en temps des canicules. Et quand le climat se réchauffe en moyenne, vous avez cette distribution qui se décale. Donc la moyenne augmente. On a toujours des épisodes frais sur certaines années, mais plus rares. C'est plus dur en fait de battre des records de froid, même si ça arrive dans un climat qui se réchauffe. Les événements chauds qui étaient rares deviennent fréquents, et puis on bat des records de chaleur. C'est quelque chose qu'on observe en Corse, c'est quelque chose qu'on observe en mer, avec des vagues de chaleur marine plus fréquentes. C'est quelque chose qu'on observe partout dans le monde. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est le changement climatique ? Eh bien, c'est des tendances au réchauffement de la température de l'air, de la température à la surface des mers. Au-dessus des continents, c'est une baisse des extrêmes froids et une hausse des extrêmes chauds. Parce que l'atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau, on a dans de nombreuses régions une augmentation de l'intensité des pluies records. C'est par exemple le cas pour les épisodes Cévenol en France. Comme l'atmosphère est plus chaude, elle conduit à plus d'évaporation, plus de transpiration au-dessus des continents. Et donc, ça augmente la sévérité des sécheresses. On l'observe ici, en Corse, comme on l'observe tout autour de la région méditerranéenne. C'est là où le signal d'augmentation de la sévérité des sécheresses est le plus fort dans le monde. C'est aussi un recul du manteau neigeux et des glaciers. On le voit aussi en Corse, ça remonte en altitude. La saison de présence de la neige se réduit. Et il y a des effets directs sur les milieux alpins qui dépendent de l'enneigement. Et puis des effets aussi sur le débit en eau dans les rivières, puisque si on n'a pas le stockage d'eau par la neige et qu'il ne pleut pas, on a moins d'eau qui remplit les fleuves pendant la saison la plus sèche. On a également un allongement de la saison propice aux incendies de forêt. Bon, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. On l'observe à grande échelle, donc sur une saison plus longue, et puis qui touche des zones qui étaient précédemment pas concernées et qui n'ont pas encore les dispositifs de gestion. En France métropolitaine, c'est par exemple le cas du côté du Jura, qui est obligé de mettre en place
des stratégies de lutte contre les incendies qui n'étaient pas opérationnelles il y a simplement une dizaine d'années. Et puis dernière chose, l'océan. Donc vous êtes sur une immense île. Une partie des activités dépendent aussi bien sûr des ressources pour la pêche, l'aquaculture et puis des activités touristiques. Donc l'océan accumule de la chaleur, s'acidifie. Quand l'eau de mer se réchauffe, ça change ce qu'on appelle sa densité. Plus elle est chaude, plus elle flotte. Donc ça va jouer sur le mélange entre la surface et la profondeur, et donc le transport d'oxygène en profondeur dans les premières centaines de mètres de l'océan. C'est aussi une des conséquences directes d'un climat qui se réchauffe. Et puis enfin, vous connaissez peut-être le principe des vieux thermomètres à mercure. Le mercure, quand il se réchauffe, gonfle, et le niveau du thermomètre monte. C'est exactement la même chose dans l'océan. Il accumule de la chaleur, le niveau de la mer monte, et puis l'eau qui était stockée dans les glaciers au Groenland ou en Antarctique rejoint l'océan. Ça contribue aussi à la montée du niveau des mers. Et une des conséquences directes, c'est un renforcement de l'érosion ou bien des événements de submersion côtière plus fréquents qui affectent l'ensemble des zones de basse terre partout dans le monde. Alors, je vous ai montré quelques-uns des éléments robustes, solidement établis vis-à-vis de ce qu'est le changement climatique. Mais quand on regarde dans le monde la production de connaissances scientifiques, dans les journaux scientifiques, en fait, c'est assez impressionnant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a plus de 40 000 publications scientifiques avec le mot-clé changement climatique. Alors, l'Université de Corse, à Corté, y contribue avec des connaissances nouvelles qui touchent aux écosystèmes, aux risques d'incendie, à la gestion de l'eau, ou bien au littoral, comme dans tous les centres de recherche partout dans le monde. C'est très difficile pour chacun d'entre nous de lire 40 000 publications scientifiques, faut vraiment le dire, c'est impossible. Et ça demande d'autant plus de faire un travail collégial de digestion. Qu'est-ce qui finalement résiste à l'examen critique? Qu'est-ce qui est robuste, solidement établi? J'en ai présenté quelques aspects précédemment. Qu'est-ce qui est émergent, nouveau, potentiellement important, mais qui doit être vérifié, confirmé? Pourquoi est-ce qu'on a parfois des controverses scientifiques quand on a des données incomplètes, incohérentes, imparfaites? Donc c'est pas les résoudre, c'est les expliquer. Et puis, où sont les limites des connaissances? Quels sont les points pour lesquels on bloque en fait? On n'arrive pas à avoir de connaissances vraiment solides, soit parce qu'on manque d'observation, soit parce qu'on ne comprend pas bien les processus, soit parce que nos outils de modélisation sont très limités. Alors vous avez vu dans un contexte de pandémie, la recherche. La recherche, ça marche avec le balbutiement. On a une intuition, on fait une étude, puis parfois elle est infirmée, parfois elle est confirmée, et avec plusieurs études convergentes, on peut avoir consensus, et c'est une forme de vérité scientifique à un moment donné. C'est la même chose sur le climat, mais on fait ce travail-là depuis des décennies, de manière structurée et collective. C'est le mandat du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Alors, le GIEC, c'est l'acronyme en français. Alors, un mot sur ce groupe. Donc, il a été mis en place en 1988 sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation météorologique mondiale. Pourquoi ? Parce que les responsables de gouvernement, dès la fin des années 80, avaient entendu les résultats scientifiques émergents, avaient compris les enjeux liés aux risques climatiques, même avec des connaissances très imparfaites, et voulaient se doter d'une évaluation de l'état des connaissances collectives qui soit endossée par l'ensemble des pays. Donc le GIEC, en fait, il a pour but d'évaluer cette masse d'informations scientifiques, techniques, socio-économiques, portant sur les bases scientifiques donc du système climatique, mais aussi des risques du changement climatique dû à l'influence humaine, les impacts potentiels pour chaque région, pour chaque secteur d'activité, et puis les solutions, c'est-à-dire les options pour s'adapter à un climat qui change, réduire les risques, et pour l'atténuation, c'est-à-dire faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Alors on essaie de le faire d'une manière qui soit la plus rigoureuse possible, bien sûr, la plus objective, en toute transparence. Alors comment on fait ça ? On va mobiliser des centaines de chercheurs du monde entier, des chercheurs qui ne travaillent pas spécifiquement ensemble au départ, qui vont passer en revue les publications scientifiques et les éléments factuels dans ces publications scientifiques, et qui vont en dégager un certain nombre de conclusions. Chaque conclusion, elle est exprimée avec un niveau de confiance,
Et chaque conclusion, on peut la tracer aux publications qui ont été évaluées. C'est quelque chose qui est très lourd, en fait. Et puis, le GIEC ne fait pas de recommandations, donc il ne va pas vous dire ce que vous devez faire, ou à un pays donné ce qu'il doit faire. Mais par contre, c'est une évaluation qui est pertinente pour éclairer des choix politiques. Donc, par exemple, si vous voulez agir pour contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, c'est l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre pour cela? Et pour chaque option d'action, quel est son potentiel, ses limites, ses bénéfices, ses effets indésirables, son coût? C'est de cette manière-là qu'on construit une évaluation qui soit neutre, en fait, factuelle. Et puis, dernière chose, parfois on va dire les modèles du GIEC ou les scénarios du GIEC. Donc le GIEC, en fait, ne fait pas de recherche. Il s'appuie sur les travaux de recherche dans les universités, les centres de recherche partout dans le monde. Par exemple, en matière de modélisation du climat, il y a 2 grands centres en France, autour de Météo France à Toulouse, et puis autour de l'Institut Pierre-Simon Laplace en Île-de-France. Donc il y a 2 modèles de climat français parmi les 40 qui existent dans le monde. Et on va les comparer de manière systématique pour évaluer ce qui est robuste ou ce qui est incertain. Et en faisant cet exercice, les rapports du GIEC, ils participent à la maturation des connaissances scientifiques, qui sont souvent utilisées pour l'enseignement, par exemple, parce que c'est une fenêtre sur l'état des lieux des connaissances vis-à-vis du climat à un moment donné. Le premier rapport du GIEC, en 1990, a conduit à la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, là où se font les négociations internationales sur le climat. Le deuxième rapport du GIEC a produit des éléments sur lesquels les représentants de tous les pays se sont appuyés pour construire le protocole de Kyoto. Le troisième rapport du GIEC a mis l'accent sur les impacts d'un climat qui change et l'importance d'anticiper et de construire des stratégies d'adaptation. Le quatrième rapport a été utilisé par les représentants des différents pays pour leur objectif qu'ils se sont fixés, donc l'objectif politique de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, et construire les bases de l'accord de Paris sur le climat, qui s'est aussi appuyé sur certains points clés du 5e rapport du GIEC. Alors, on en est aujourd'hui au 6e cycle d'évaluation du GIEC. On a démarré en 2015 dans un contexte d'un foisonnement d'initiatives orientées vers un développement soutenable. L'accord de Paris sur le climat, les objectifs du développement durable des Nations Unies, un accord cadre aussi pour limiter le risque de catastrophe, et puis une réflexion sur des villes résilientes également. On nous avait envoyé 31 propositions pour produire des rapports spéciaux, et on en a choisi 3, sur la base de l'intérêt pour un grand nombre de pays, et aussi sur les bases de connaissances scientifiques nouvelles qui justifient de faire une évaluation approfondie de l'état des connaissances. Je vais vous présenter donc les points clés de ces 3 rapports sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, sur l'océan et les glaces dans un climat qui change, et sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Et en ce moment, avec mon collègue Padma Ojai, qui est coprésident du groupe de travail du GIEC sur les bases physiques, on est complètement dans la dernière ligne droite pour notre rapport principal qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Alors c'est très frustrant pour moi parce que je ne peux pas partager les toutes dernières connaissances et ce rapport devrait être rendu public le 9 août prochain avec un focus très important sur l'information climatique à l'échelle régionale, là où on vit, là où c'est important d'avoir cette précision pour savoir comment anticiper et comment construire des stratégies d'adaptation. Alors, comment on prépare chaque rapport du GIEC ? Toutes les décisions, c'est les représentants de 195 pays, donc dans une assemblée comme vous, au consensus. C'est eux qui vont décider les thématiques, les points clés à aborder dans les rapports du GIEC. Une fois qu'on a défini un titre, en fait, les membres du bureau du GIEC dont je fais partie, 34 scientifiques élus pour un mandat de 6 à 7 ans, nous, on est chargés de superviser la préparation des rapports. Donc, on est mis à disposition par nos employeurs, personne n'est rémunéré pour faire ce travail-là spécifiquement. Donc, on fait une semaine de brainstorming avec une centaine de chercheurs du monde entier pour définir la structure du rapport. Une fois que c'est fait, on va faire un appel à candidature.
Et on va sélectionner les auteurs du rapport. Typiquement, pour un rapport spécial, on va retenir 100 chercheurs et on va recevoir 600 candidatures. On cherche à avoir des groupes les plus diversifiés possibles, 2 tiers de nouveaux à chaque fois. Donc une partie qui a l'expérience et une partie qui renouvelle beaucoup le groupe. Une diversité de chercheurs de disciplines différentes, de régions différentes. Et on est maintenant à 30% de femmes parmi les auteurs des rapports. La voie reste encore ouverte pour une marge de progression. C'était 1% de femmes en 1990. Les auteurs, une fois qu'ils sont choisis, sont organisés en chapitres. Un chapitre, c'est une dizaine à une vingtaine de chercheurs qui le rédigent. Ils passent en revue la littérature scientifique, ils rédigent un premier brouillon, ça part en relecture par la communauté scientifique. Chaque chapitre va avoir des centaines de relecteurs volontaires, personne n'est rémunéré pour ce travail non plus. Ils révisent leur texte pour qu'il soit plus rigoureux, plus précis, plus complet. Ça repart en relecture par la communauté scientifique et des experts nommés par les gouvernements. Ils révisent à nouveau les chapitres qui sont consolidés. On reprend les projets de résumé pour décideurs. Ils sont à nouveau relus par les experts nommés par les gouvernements, révisés et ensuite soumis à une approbation, phrase par phrase et ligne par ligne, avec les représentants de tous les pays. C'est important pour vérifier la qualité de l'évaluation, pas l'évaluation scientifique, mais la manière dont on le résume en quelques pages. C'est important pour la clarté de ce qu'on exprime. Et puis parfois, les constats scientifiques dérangent. Mais quand ils sont solidement établis, ils s'imposent, en fait, malgré les enjeux géopolitiques qui ne sont pas les mêmes que vous soyez en Chine, en Inde, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans un petit État insulaire ou en Arabie Saoudite. C'est vraiment la robustesse du constat scientifique qui fait que ça va parfois permettre de dépasser des postures lors de cette session d'approbation. Et à la fin, quand nos rapports sont publiés, c'est un socle scientifique commun, retenu par tous, et ça permet de séparer le constat scientifique d'une part, des négociations internationales sur le climat d'autre part. Si on n'avait pas les rapports du GIEC, les connaissances scientifiques, elles seraient là. Mais quand les pays discutent ensemble, chacun viendrait avec sa poignée d'experts, ils pinailleraient sur un point de détail, alors que ces rapports, ils permettent d'avoir un socle commun. Alors, quels sont les points clés de nos récents rapports spéciaux ? Celui sur 1,5 degré, je le résume de la manière suivante. Chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte. Beaucoup de risques liés au climat augmentent à mesure de l'ampleur du réchauffement climatique. Et un monde 1 degré, 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud, c'est assez différent selon les régions. Et ça implique un certain nombre de risques croissants. Si on voulait contenir le réchauffement à un niveau aussi proche de l'actuel, il faudrait agir de manière extrêmement rapide, extrêmement tenace. Et chaque année compte, au sens où chaque année on n'agit pas, ça ferme la possibilité de contenir le réchauffement à un niveau très bas. Et puis c'est aussi un rapport qui met l'accent sur les liens entre la lutte contre l'extrême pauvreté, l'ensemble des dimensions d'un développement durable et l'action pour le climat. Et on souligne à quel point on peut construire une action pour le climat qui a de multiples bénéfices, pas uniquement pour le climat, mais pour les écosystèmes, pour permettre à chacun de vivre décemment. Alors qu'est-ce que c'est un monde 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud ? Vous le voyez sous forme de carte ici, par rapport au climat pré-industriel. Plus on monte le curseur au niveau planétaire, plus on monte le curseur sur la température moyenne dans chaque région du monde. Vous voyez que le réchauffement à chaque fois est plus important au-dessus des îles et des continents qu'en moyenne planétaire. C'est ce qu'on observe déjà et ça va s'amplifier. C'est également des changements de précipitations qui vont être, eux, très contrastés selon les régions. Ce qui est représenté ici, ce sont les changements de précipitations en moyenne annuelle, avec des zones de climat froid qui vont devenir plus humides, plus de précipitations, et des zones de climat méditerranéen où, en moyenne, il y aura une baisse des précipitations à mesure de l'ampleur du réchauffement climatique. Là où on a des incertitudes importantes, c'est pour les zones de haute montagne et les phénomènes orageux qui sont difficiles à anticiper et qui peuvent parfois amener des précipitations localisées, même si en moyenne, les précipitations baissent autour du bassin méditerranéen. Plus le niveau de réchauffement planétaire est important, plus ces changements dans l'atmosphère seront importants. Et puis, ce n'est pas simplement des moyennes, c'est aussi des extrêmes qui changent. Toutes les zones qui apparaissent en bleu, ce sont des zones où les records de pluie
augmente à mesure de l'ampleur du réchauffement planétaire. C'est typiquement 7% de plus sur les cumuls de pluie les plus intenses par degré de réchauffement. Il y a également une augmentation très forte des extrêmes chauds. Donc la fréquence, l'intensité, le nombre de jours très chauds augmentent à mesure du réchauffement planétaire. C'est particulièrement prononcé autour de la Méditerranée, donc sur les îles et les terres autour de la mer Méditerranée, et c'est très intense dans les régions tropicales. Cette augmentation de nombre de jours très chauds a des conséquences directes vis-à-vis, par exemple, de la productivité au travail, de la capacité à faire un travail physique en extérieur, dans des conditions très chaudes et très humides. Ça a des effets sur la productivité du bétail, ça a des effets sur les rendements agricoles, qui souvent chutent lorsqu'un certain seuil de température est atteint ou dépassé. Ça peut aussi affecter la saison de croissance des végétaux dans des conditions très chaudes et très sèches. Donc, c'est un des facteurs liés directement au réchauffement climatique qui a des implications directes en matière de santé et en matière de sécurité alimentaire. Alors, quand on parle de risques liés au climat, on va regarder les tendances, les extrêmes, des valeurs au-dessus de seuil de tolérance dans les caractéristiques des aléas climatiques. On va croiser ça avec les vulnérabilités, avec l'exposition aux aléas climatiques, et c'est ça qui permet de faire une évaluation de risque. En France, en métropole et dans les Outre-mer, il y a à peu près 2/3 des Français qui sont directement exposés aux aléas climatiques. Donc on fait partie des régions du monde qui sont particulièrement concernées. Alors, c'est juste un résumé très rapide d'une évaluation d'un certain nombre de risques. Sur l'axe vertical, vous avez le niveau de réchauffement planétaire. En gris, c'est là où on en est maintenant, autour de 1 degré. Un monde 1,5 degré, 2 degrés plus chaud. On s'est borné à cette plage dans ce rapport-là. Et puis, on a regardé un certain nombre de systèmes naturels, des systèmes cultivés, gérés, et puis des systèmes humains. Les récifs de coraux d'eau chaude, ils sont directement affectés par des vagues de chaleur marine. Quand on a des conditions très chaudes, les coraux expulsent les algues avec lesquelles ils vivent en symbiose. Ça entraîne des blanchiments. Et ils mettent une quinzaine d'années à récupérer, quand ils récupèrent. Plus les vagues de chaleur sont longues et fréquentes, plus en fait on a une dégradation de la diversité biologique des récifs de coraux tropicaux. Et on considère que pour 1,5 degré de réchauffement, 70 à 90% d'entre eux risquent d'être sévèrement dégradés. Alors c'est pas simplement la beauté en fait des récifs de coraux tropicaux qui est en jeu. C'est leur rôle comme nurserie pour les poissons qui ont une valeur commerciale pour les pêches. C'est leur rôle pour leur attractivité touristique et ceux qui en dépendent pour leurs revenus. Et puis c'est leur fonction pour amortir l'érosion sur les côtes qui est peut-être aussi perdue à mesure de leur dégradation. Donc ce que j'essaie de souligner par là, c'est que le changement climatique, il affecte les milieux naturels et il affecte leurs fonctions, leurs services dont nous, on va dépendre, en particulier les communautés qui dépendent directement de ces milieux naturels. Si on prend les écosystèmes terrestres, on estime qu'entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés, le nombre d'espèces terrestres, sur une base de 100 000 espèces qui ont été étudiées, qui risquent de perdre leur habitat double, pour simplement 1/2 degré de plus. Donc les enjeux de préservation de la biodiversité, ils sont aussi étroitement liés, pas seulement aux pressions locales, mais aussi à la vitesse et à l'ampleur du réchauffement climatique. Je veux aussi mentionner la question sanitaire. Pourquoi ? Si on regarde les derniers 20 ans en France, là où on a eu des pics de surmortalité, ça a été la pandémie de Covid-19, malheureusement, et ça avait été la canicule de 2003. En fait, partout dans le monde, et en particulier autour de la mer Méditerranée, il y a une augmentation de la surmortalité due à des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, des nuits plus chaudes qui permettent moins aux organismes fragiles de récupérer. Cela fait partie des conséquences directes d'un climat qui change. On a aussi des conséquences indirectes que vous connaissez, par exemple des vecteurs comme des moustiques tigres transportés par le commerce qui s'installent dans des nouvelles zones à mesure du réchauffement, avec la question aussi de zoonoses qui peuvent s'installer dans de nouvelles zones à mesure d'un climat qui se réchauffe. Pour la Corse, j'ai lu qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui touchent à la qualité des eaux, en particulier sur des algues toxiques, à mesure qu'elles deviennent plus chaudes, en particulier en été.
Là, en fait, c'est une analyse qui montre qu'on peut croiser un ensemble de facteurs d'impact pour l'eau, pour la chaleur extrême, les rendements agricoles, donc c'est représenté ici, avec des indices de développement humain, donc la capacité à agir, la vulnérabilité. Et quand on croise ces deux types d'informations, on identifie un certain nombre de régions qu'on appelle des points chauds du réchauffement climatique, là où on s'attend à avoir les effets les plus considérables. C'est le cas du côté de l'Arctique, près du pôle Nord, les régions de haute montagne de climat alpin. C'est le cas pour toute l'Asie du Sud-Est, en particulier avec une augmentation des risques d'inondation et des effets sur les rendements agricoles préoccupants. C'est le cas pour la région méditerranéenne, en particulier par rapport aux effets chaleur extrême, sécheresse. C'est une des régions points chauds du réchauffement climatique, y compris par rapport à des écosystèmes uniques et fragiles. Les régions tropicales concentrent la plupart des zones qui sont des points chauds, en particulier du côté de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, l'ensemble des régions tropicales et tout particulièrement les petits États insulaires en développement qui ont une capacité très limitée à agir et qui sont affectés de manière multiple. Donc, dans ce rapport, on montre en fait que pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, il y a des risques disproportionnés dans certaines régions. C'est un enjeu aussi parce que plusieurs centaines de millions de personnes qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté, à mesure du réchauffement, seront exposées à des risques climatiques croisés. Donc c'est un enjeu par rapport au progrès humain et à la capacité à sortir les gens de l'extrême pauvreté, en particulier tous ceux qui vivent des pêches artisanales ou tous ceux qui vivent de l'agriculture familiale dans les régions tropicales. On peut agir partout, il y a une large gamme d'options d'adaptation. Bien sûr, les besoins d'adaptation augmentent à mesure de l'ampleur du réchauffement, mais il y a aussi des contraintes et des limites aux capacités d'adaptation pour les milieux naturels et aussi pour les plus fragiles dans les sociétés humaines. Alors qu'est-ce que ça prendrait de vouloir contenir le réchauffement climatique à un niveau aussi bas, aussi proche de l'actuel? Ça, c'est le degré de réchauffement qui est déjà observé. À ce rythme actuel, une simple extrapolation, ça veut dire qu'on sera dans un monde d'1,5 degré plus chaud, rapidement en fait, autour de 2030 à 2050. En fait, le rythme de réchauffement attendu pour les prochaines décennies, il est un peu plus élevé que ce qui est présenté là. Ensuite, j'ai oublié de mentionner le fait que les promesses mises sur la table par l'ensemble des pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, ils impliquent des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter lentement jusqu'en 2030. D'accord ? Donc on n'est pas dans une situation d'inaction complète, on n'est pas dans un scénario où les promesses des pays impliquent une forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais on n'est pas non plus dans une situation où les promesses des pays permettront en l'état de faire baisser rapidement les rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Alors qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement à un niveau très bas, que les émissions mondiales de CO2 qui ont augmenté fortement sur les derniers 40 ans diminuent brutalement? C'est vraiment la condition clé. Et ce qui va peser sur l'évolution future du climat, c'est la somme des émissions de gaz à effet de serre passées, présentes et à venir. Donc tant qu'on n'est pas à zéro au niveau mondial, la somme continue à monter et le climat va continuer à dériver. Plus on tarde à atteindre le net zéro CO2 partout dans le monde, plus le cumul sera élevé et plus le climat se réchauffera. Puis après, il faut aussi agir sur les autres gaz à effet de serre, l'effet net des particules, du méthane, etc. Et celui-là, arriver à le stabiliser ou le faire diminuer. Donc, on le regarde de plus près. Donc, les trajectoires pour les émissions de CO2 qui permettent de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, c'est une baisse rapide qui démarre cette décennie, forte, et puis des émissions qui sont à zéro dans les années 2050. Si on veut contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, donc un niveau un petit peu plus élevé, c'est le net zéro à horizon 2070. Vous voyez, c'est un petit peu plus tard. Pour 1,5 degré, c'est une baisse de 50% entre 2010 et 2030. Pour 2 degrés, c'est une baisse de 25% dans le monde entre 2010 et 2030. Il y a vraiment une question de défi entre générations. Pourquoi ? Parce que si nous, on n'agit pas maintenant, qu'est-ce que ça implique pour les plus jeunes d'aujourd'hui ? D'accord ? Si nous, on maintient nos émissions au même niveau, ou qu'elles augmentent. Ça veut dire que les plus jeunes d'aujourd'hui, partout dans le monde, ils vont devoir vivre avec un climat qui changera davantage. Gérer les risques, s'adapter.
S'ils veulent réussir à stabiliser le réchauffement, ça veut dire qu'eux, ils devront agir plus vite, plus fort par la suite. Ou bien faire le ménage. Faire le ménage, c'est par exemple arriver à enlever du CO2 de l'atmosphère en très grande quantité. On ne sait pas faire aujourd'hui. On a certaines méthodes physiques, chimiques, on pompe du CO2, enfin l'air, on concentre le CO2 puis on essaie de le stocker. Ou bien on va restaurer des milieux naturels. Ou bien on va peut-être cultiver à très grande échelle pour produire de l'énergie. Donc la photosynthèse des plantes, elle enlève le CO2 de l'atmosphère. Et puis si on brûle cette biomasse et qu'on capte le CO2, ça permet d'enlever du CO2 de l'atmosphère. Sur le papier, c'est très bien, c'est facile à faire. Dans la réalité, c'est un enjeu majeur qui peut provoquer des risques nouveaux, en particulier par la pression sur les terres. Pour arriver à faire une baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre, ça demanderait des changements à une échelle sans précédent. Dans tous les secteurs, le premier, c'est décarboner la production d'électricité. Et les enjeux, ils se posent en Corse, comme dans la plupart des régions du monde. Je pense que l'électricité corse, elle est à peu près 50% faite avec du fioul. Il y a un premier enjeu qui est d'arriver à décarboner la production d'électricité. Et ça, c'est pas le gaz naturel qui est la solution, c'est des solutions bas carbone. Ensuite, électrifier les autres usages de l'énergie, pour le refroidissement, pour le chauffage, pour le transport. C'est faire évoluer les pratiques alimentaires d'utilisation des terres et d'agriculture pour au maximum stocker du carbone dans les sols, au lieu que les activités agricoles rejettent des gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de solutions qui existent dans ce secteur. C'est renforcer tout ce qui est l'économie circulaire, l'efficacité énergétique du côté des villes, des activités industrielles. Et puis, il y a un besoin d'infrastructures pour permettre ces transitions, pour permettre à l'ensemble des solutions de se déployer. La bonne nouvelle, c'est que dans tous les secteurs d'activité, il y a des technologies qui sont disponibles, qui deviennent compétitives et qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais si on veut agir et les contenir à un niveau très bas, il y a la question qui est très importante de maîtriser la demande. La demande en énergie, la demande en matériaux non renouvelables et la demande alimentaire en protéines animales, c'est celle qui pèse le plus sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis la dernière chose, c'est sur les financements. Il y a un besoin en fait de sortir les financements du secteur des énergies fossiles et de les augmenter d'un facteur 5 à 6 vers l'efficacité énergétique et toutes les options bas carbone. Et si cette condition-là n'est pas mise en place, le reste aura peine à se décliner. Alors, je vais juste avancer en disant que, de ce point de vue-là, les enjeux en termes de gouvernance, en termes d'implémentation, c'est le fait de construire des transitions qui soient éthiques, au bénéfice du climat et de la biodiversité, équitables, au sens d'un effort perçu comme juste, demandé à chacun, et juste, et le terme transition juste, il vient aussi des acteurs du travail qui demandent des aides, par exemple, à la formation pour que ceux qui travaillent dans les secteurs les plus polluants soient accompagnés pour trouver des emplois et être formés pour ces emplois dans les secteurs moins polluants. On peut montrer que chaque option d'action pour le climat, elle permet d'avoir des gains ou au contraire des effets indésirables par rapport à toutes les autres dimensions d'un développement soutenable. Et dans chaque contexte, on peut choisir un ensemble de mesures qui permettent de s'adapter et réduire les émissions. Encore une fois, c'est quand on agit sur la demande qu'on maximise les bénéfices, parce que ça permet d'avoir des systèmes de production qui enflent pas trop et qu'on peut transformer plus rapidement. Et il y a plein de conditions de faisabilité, des enjeux de coopération, de gouvernance, de mobilisation des financements, d'éducation, de formation. Et puis, je veux juste mentionner les enjeux d'innovation. Il y a des enjeux d'innovation technologique, il y a des enjeux de faire mieux ensemble, d'innovation sociale, frugale, et puis il y a des enjeux à déployer les solutions qui sont fondées sur la nature, qui permettent d'utiliser au maximum les capacités des milieux naturels et qui font partie de solutions à peu près à un tiers des enjeux vis-à-vis du climat. Alors, les terres, elles sont aux premières loges dans un climat qui change. C'est une ressource critique, elle est sous pression croissante. Qu'est-ce que c'est les pressions croissantes? Une population qui augmente, une évolution des modes de consommation qui tire le fait de détruire des milieux naturels pour mettre plus de terres en culture, souvent dans les régions tropicales. C'est une pression croissante aussi par l'artificialisation, qui prend la place d'anciennes terres agricoles ou d'anciens écosystèmes. Donc on perd des puits de carbone naturels. Le climat ajoute à ces pressions la gestion durable des terres.
c'est un aspect important des solutions, et je vais vous l'expliquer, mais ça ne peut pas se substituer au fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le secteur de l'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on exerce une pression croissante sur les terres? On est plus nombreux, on a une consommation avec davantage de viande, davantage d'huile végétale partout dans le monde, et ça affecte 70% des terres, et un quart dans le monde sont dégradées, du fait de la pression humaine locale, qui conduit à perdre les qualités des écosystèmes ou des sols. Le système alimentaire mondial, il n'est pas soutenable. On a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de faim ou de sous-nutrition, et en même temps, on a 2 milliards de personnes qui souffrent de manière croissante de maladies chroniques du fait d'une alimentation déséquilibrée liée au surpoids ou à l'obésité. On perd ou on gaspille 25 à 30% de la production alimentaire, et l'ensemble du système alimentaire, donc ce n'est pas seulement les activités agricoles, c'est les activités agricoles, le stockage, le transport, la transformation, la cuisson chez vous et puis la poubelle. Donc l'ensemble du système alimentaire, c'est 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et on voit partout dans le monde des épisodes de chute de rendement, malgré les progrès des techniques agronomiques, du fait de conditions en particulier plus chaudes et plus sèches. Donc c'est un système alimentaire qui est fragile aujourd'hui. Il y a de nombreuses solutions qui permettent d'agir dans ce secteur-là. Bien sûr, éliminer pertes et gaspillage, mais aussi sur les modes de production, les modes de transformation et de consommation, tout ce qui permet de renforcer les puits de carbone, avec également des enjeux de gestion de risques qui se présentent pour la Corse comme partout dans le monde. La gestion intégrée de l'eau, la gestion des risques d'incendie, c'est important. Et puis il y a également des pressions nouvelles. Par exemple, pour compenser des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs, il y a une pression à vouloir boiser, reboiser. Boiser à la place de terres agricoles, par exemple, boiser avec des monocultures, et ça présente un risque croissant pour des enjeux aussi de sécurité alimentaire. Si on regarde les risques liés au processus terrestre, dans un climat qui change, là vous voyez qu'on regarde sur une large plage de réchauffement qui pourrait dépasser 3 degrés à la fin du siècle. Dans le cadre des promesses qui sont mises sur la table par les pays, on va plutôt vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, s'il n'y a pas plus d'ambition et d'action dans les années, dans les décennies à venir. Donc il y a des risques importants qui augmentent de pénurie d'eau dans les régions arides. Il y a des risques croissants liés aux feux de forêt, en particulier autour de la Méditerranée. Des risques qui touchent sur les rendements agricoles dans les régions tropicaux. Et des risques croissants et élevés touchant à l'instabilité de l'approvisionnement alimentaire. Alors je vais vous montrer comment ces évaluations de risques sont construites. Pour un réchauffement de l'ordre de 1 degré, on voit déjà un allongement de la saison des incendies. Pour un réchauffement qui serait de l'ordre de 2 degrés, une hausse de plus de 50% des superficies potentiellement affectées par les incendies autour de la mer Méditerranée. Et pour un réchauffement très important, cela concernerait plus de 100 millions de personnes dans le monde. Concernant l'approvisionnement alimentaire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ponctuellement des mauvaises récoltes dans de grandes régions, du fait de conditions plus sèches, avec des effets de flambée occasionnelle de prix affectant différents pays. C'est le cas en Afrique de l'Est actuellement. Pour un réchauffement de l'ordre d'1,5 degré, des chocs périodiques sous l'effet d'événements plus fréquents et touchant parfois plusieurs régions en même temps. Pour un réchauffement plus important, des enjeux majeurs en termes d'approvisionnement alimentaire à échelle mondiale, même en tenant en compte du commerce mondial et du transport de marchandises alimentaires. Et pour l'insécurité alimentaire, le niveau de risque lié au climat dépend de l'ampleur du réchauffement climatique, mais pas uniquement. Pour une plage de réchauffement entre 1 degré et 3 degrés, si on fait partout dans le monde le choix de la soutenabilité, ce risque peut être modéré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une maîtrise démographique, une réduction des inégalités en aidant les petits producteurs à sortir de l'extrême pauvreté, à avoir des modes de fonctionnement résilients, à avoir une capacité d'adaptation, et puis en même temps, une population plus aisée qui a des pratiques alimentaires plus durables, qui réduit la pression sur les terres. Donc c'est ce type de développement qui est représenté là, avec aussi une gestion efficace du foncier agricole, une gestion durable des terres finalement, pour stocker du carbone, pour produire de l'alimentation, produire de l'énergie de manière intelligente. Mais si à l'inverse,
il y a un mode de développement qui est marqué par d'extrêmes inégalités, donc une forte croissance démographique dans des pays très pauvres. Des inégalités fortes, ça veut dire en fait une partie aisée de la population mondiale qui a une demande croissante, par exemple pour la viande, qui va exercer une pression sur les terres pour nourrir les cheptels, et de l'autre côté, une partie importante de la population agricole qui a des revenus très contraints, peu de capacité d'adaptation, donc qui risque d'être très durement touchée par les conséquences d'un climat qui change. Là, c'est une situation où les risques peuvent être élevés en termes d'insécurité alimentaire, même dans un monde seulement 1,5 degré plus chaud. Donc ça demande en fait, dans ce secteur-là comme d'autres, d'avoir une approche de stratégie intégrée. Alors une stratégie intégrée, c'est diversifier les régimes alimentaires, plus de protéines végétales par exemple, c'est le régime méditerranéen traditionnel qui permet de vivre longtemps et en bonne santé. C'est des systèmes de production diversifiés, intégrés, avec différents types de cultures, des élevages à faible émission, résilients. Et puis ça favorise à la fois l'adaptation à un climat qui change et la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. Les transitions alimentaires, elles pourraient permettre aussi de libérer des terres utilisées pour nourrir les animaux, pour d'autres usages, et donc contribuer à la baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, le déploiement à grande échelle d'afforestation, de culture d'énergie, ça peut exacerber la pression sur les terres, l'insécurité alimentaire, mais ça a sa place dans une utilisation intégrée, durable de paysages, diversifiés, avec des terres marginales ou dégradées ou des essences locales. Donc c'est un point de vigilance qui est particulièrement important parce que certains secteurs très difficiles à décarboner ont tendance à miser sur des actions de compensation qui renchérissent la pression sur les terres. Et puis ce secteur-là, c'est un secteur où on peut agir vite. Les solutions, elles sont là. Il n'y a pas besoin d'attendre des ruptures technologiques. Dans les zones arides, quand on restaure les terres dégradées, il y a un rapport bénéfice-coût qui est d'un facteur 3 à 6, qui est très important, et un retour sur des mesures à court terme qui sont rentables en 3 à 10 ans. Donc l'enjeu, c'est aussi de mettre à disposition des financements qui peuvent aider à déployer ces pratiques de gestion durable des terres dans beaucoup de régions du monde, et tout particulièrement dans les régions tropicales. Vous avez vu qu'elles sont aux premières loges, sachant que les populations des régions tropicales souvent ont une responsabilité historique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, un niveau d'émissions de gaz à effet de serre qui est extrêmement réduit, et aussi une capacité à agir qui est souvent limitée. Donc les terres, c'est une ressource critique sous pression croissante. Le changement climatique ajoute à ces pressions, mais il y a des solutions qui existent partout, à toutes les échelles. Ce que vous mettez dans votre assiette, les aides qui sont apportées selon les systèmes de production agroécologique, par exemple, et le fait qu'une gestion durable des terres fait partie de manière importante des solutions vis-à-vis d'un climat qui change, mais elle ne se substitue pas, comme je le disais tout à l'heure, à la baisse des émissions issues de la combustion d'énergie fossile. Et on va finir par se rafraîchir en plongeant dans l'océan, si vous le voulez bien. Donc le rapport qu'on a fait sur l'océan et la cryosphère, ça a été une demande de nombreux pays, en particulier des pays dont l'économie dépend de la pêche, comme le Pérou ou le Maroc, pour partie. Monaco, qui a un engagement historique sur la protection de l'océan, mais aussi des pays comme la Chine, qui identifient un certain nombre d'enjeux stratégiques qui touchent également à l'océan. Donc le changement climatique qui est dû à l'influence humaine, je vous l'ai montré, il affecte tous les systèmes dont on dépend, depuis les glaciers de très haute montagne jusqu'aux régions polaires et au fond de l'océan. Et la particularité, c'est qu'on met en mouvement aujourd'hui des composantes lentes. L'océan, je vous ai déjà dit, il va s'ajuster pendant des siècles. Les glaciers aujourd'hui, ils commencent à réduire, mais ils ne sont pas ajustés au climat d'aujourd'hui, ils vont continuer à réduire. Donc ils ont un temps de réponse qui est long. Et donc c'est typiquement un exemple où on affecte le monde physique, ça affecte les milieux naturels autour de ce monde physique, et puis ça affecte les sociétés humaines en cascade. Alors dans les régions de haute montagne, il y a des effets directs. C'est 670 millions de personnes qui vivent près des zones enneigées ou englacées dans le monde. Et puis des effets indirects sur les 3 milliards de personnes qui en dépendent pour l'alimentation en eau pendant les saisons sèches, autour des Andes,
autour du Tibet, par exemple. Alors, il y a des effets locaux. Donc, le recul des glaciers, de la neige, de la glace, des sols gelés va se continuer. Et ça va affecter les risques locaux et la biodiversité qui dépend de la présence de neige, de la présence de glaciers. Ça continuera à avoir des effets sur cette biodiversité, mais aussi l'identité culturelle, qui est importante pour les montagnards, et les loisirs, de même que les activités de tourisme. Par exemple, le ski de moyenne montagne en hiver devient de plus en plus fragile par rapport à un enneigement aléatoire. Ça pose la question de la diversification de l'offre touristique en moyenne montagne pour assurer des revenus à ceux qui en dépendent. Et puis l'évolution des glaciers, en fait, au début ils fondent, il y a plus d'eau dans les rivières, et puis quand ils atteignent un pic où ils fondent de manière très importante, là il y a un pic d'eau et ensuite un déclin. Le pic d'eau sera atteint dans la deuxième moitié de ce siècle, dans de très nombreuses régions du monde, comme autour des Alpes par exemple. Et donc ça affecte les communautés en aval et la gestion de l'eau en aval. Et comme pour cet exemple-là, comme sur beaucoup d'autres, limiter le réchauffement au niveau le plus bas, ça aide à s'adapter plus doucement. Et la gestion intégrée de l'eau pour les milieux aquatiques, pour les activités agricoles, pour les besoins de l'industrie, de l'hydroélectricité ou des villes, c'est un enjeu qu'on retrouve partout dans le monde en réalité, qui peut être exacerbé quand vous avez un recul de l'enneigement et des conditions plus sèches, comme c'est le cas pour la Corse. Les régions polaires, elles peuvent vous sembler très lointaines, mais ce qui s'y passe affecte le climat mondial, et tout particulièrement la montée du niveau des mers. Alors, je vais passer ce qui se passe du côté du pôle Nord, mais mentionner le fait que les glaces du Groenland et de l'Antarctique reculent par fonte au Groenland, par glissement plus rapide en Antarctique. Ça contribue à la montée du niveau des mers, et maintenant, en fait, ces calottes et les glaciers, c'est le facteur dominant de la montée du niveau des mers, et ça a provoqué une accélération du rythme de montée du niveau des mers depuis 30 ans. C'est aussi associé à une incertitude majeure. Il est très difficile d'anticiper l'écoulement de certains secteurs de l'Antarctique. C'est un des points qui est associé à une incertitude scientifique la plus grande. Pourquoi la hausse du niveau des mers est importante ? Parce qu'on a aujourd'hui plus de 600 millions de personnes qui vivent directement au ras de la mer sur le littoral. Ça concentre des infrastructures névralgiques pour le transport, par exemple, les ports. Et puis, il y a un ensemble d'écosystèmes côtiers qui sont aussi affectés par les changements du niveau de la mer. Au cours du XXe siècle, le niveau moyen des mers a monté d'environ 15 cm, mais le rythme a fortement augmenté. On en est maintenant à 3,6 mm par an. Et si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne diminuent pas, ce rythme va continuer à augmenter au cours de ce siècle. Donc vous avez là l'évolution du contenu de chaleur de l'océan dans un monde qui se réchauffe d'un peu moins de 2 degrés ou dans un monde qui se réchauffe d'environ 4 degrés. L'évolution de la fonte du Groenland, telle qu'on l'anticipe. L'évolution de la fonte de l'Antarctique, qui a une incertitude qui est très grande. Et puis le recul des glaciers qui se poursuit dans tous les cas. Donc pour la montée du niveau des mers, dans un scénario de forte action pour le climat, c'est environ 50 cm de plus en 2100. Et ça peut être plusieurs mètres sur plusieurs siècles. Dans un cas de très fortes émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas exclure une plage qui va jusqu'à 1,10 m d'ici à 2100. Et là, ce sera de toute façon plusieurs mètres, avec une grosse incertitude sur les siècles suivants. Ça fait partie des points qui sont particulièrement difficiles à gérer, en particulier pour les 65 millions d'habitants de petites îles en développement, qui sont directement concernés par cet enjeu pour les zones de basse terre, les zones de delta. Et puis enfin, quand le niveau moyen des mers monte, ça va s'ajouter à la marée du mois, la tempête de l'année, la tempête de la décennie et la tempête du siècle. Le haut niveau marin qu'on rencontrait seulement une fois par siècle, au siècle dernier, dans beaucoup de régions du monde, simplement parce que le niveau moyen de la mer a monté et va monter, ça va se rencontrer tous les ans. Donc l'enjeu pour la gestion de risque sur le littoral, c'est pas simplement une montée graduelle, c'est des épisodes de très haut niveau marin qui vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Pour la Méditerranée,
sur l'évolution du climat méditerranéen. Dans les projections, il est prévu d'avoir les tempêtes les plus intenses, vous savez, les médicanes, qui soient moins fréquents, mais plus intenses. Donc ça s'ajoute à ce qui est représenté là. Donc beaucoup de régions du monde, là où il y a des petits points noirs, c'est là où les événements records du siècle dernier se produiront tous les ans aux alentours de 2050. Donc c'est un enjeu majeur pour tous les littoraux. Avec différentes options de réponse, on peut mettre en hauteur les choses stratégiques pour limiter la casse, donc c'est de la gestion de risque. On peut construire des ouvrages en dur, mais on ne peut pas le faire partout, donc c'est plutôt autour des zones stratégiques, des grandes villes, ça a un coût élevé. On peut aussi choisir de gagner sur la mer, c'est ce que fait Monaco, c'est ce que fait Singapour, quand le foncier a une valeur très élevée, et ça peut être au détriment des écosystèmes côtiers. On peut décider de reculer, c'est ce que fait l'Indonésie avec sa capitale, Jakarta par exemple, qui s'enfonce aussi sur son propre poids, donc c'est deux facteurs qui se conjuguent. Ou on peut aussi choisir de renforcer les écosystèmes côtiers, les zones humides, les herbiers côtiers, pour bénéficier de leur fonction de protection du littoral face à des épisodes de haut niveau marin. Et pour un niveau limité de montée du niveau des mers en 2100, 50 cm, ou pour un niveau très élevé de montée du niveau des mers en 2100, de l'ordre du mètre, si vous êtes dans une ville riche comme New York ou Rotterdam, vous allez renforcer les ouvrages en dur et vous allez réussir à limiter les risques. Si vous êtes dans un grand delta tropical agricole comme le delta du Mékong, vous allez renforcer les écosystèmes, mettre les lieux d'habitation en sécurité, mais pour une montée rapide du niveau des mers, il y aura des communautés qui vont devoir quitter leur lieu de vie. Donc c'est le repli stratégique qui sera indispensable. Et puis pour des petites communautés en Arctique ou dans les atolls urbanisés, les solutions locales, elles sont très limitées. Et donc ça pose des questions complexes de faire de manière juste des déménagements de zones d'habitat, compte tenu des rapports de force. Ceux qui sont les plus influents risquent d'agir plus au détriment de ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables dans ce type de situation. Donc ça pose des enjeux, je dirais, de vie démocratique locale particulièrement aigus. Alors je termine avec la vie dans l'océan. La vie dans l'océan, bien sûr, elle est affectée par le fait que l'océan s'acidifie, plus dans un climat qui se réchauffe beaucoup que dans un climat qui se stabilise, la perte d'oxygène en surface, des vagues de chaleur marine qui deviennent beaucoup plus fréquentes parce que l'océan se réchauffe. Et bien sûr, cela affecte les habitats. Pour les espèces marines de surface, leur habitat se déplace vers le nord d'environ 50 km tous les 10 ans. Pour ceux qui vivent au fond de la mer, d'environ 30 km tous les 10 ans. Ça se voit de manière remarquable en Méditerranée, avec une tropicalisation de certaines espèces qui arrivent de l'océan Atlantique tropical, ou bien par la mer Rouge, et puis qui finalement prennent la place d'espèces endémiques, rares. Sur l'évolution du potentiel de prise de pêche, dans tous les cas, on s'attend à une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales. Alors vous voyez, il n'y a pas de résultats présentés pour la Méditerranée, ça reste encore incertain. Et plus le réchauffement planétaire est important, plus cette baisse de potentiel de prise de pêche risque de diminuer. Et vous avez certainement aussi observé des tensions croissantes autour de l'Arctique. C'est une des rares régions où il n'est pas exclu que le potentiel de prise de pêche augmente. Et donc ça suscite beaucoup de convoitises des pêcheries industrielles pour des milieux qui sont en réalité fragiles. Donc pour les écosystèmes marins, ce n'est pas uniquement une histoire de coraux d'eau chaude qui peuvent être fragilisés dans un climat qui se réchauffe, c'est aussi les forêts de laminaires, les herbiers marins, les écosystèmes de surface ou des côtes rocheuses, ceux qu'on trouve dans les marais littoraux, dans les estuaires, sur les plages. Et vous voyez que ceux qui sont les plus exposés, c'est les coraux tropicaux, mais que la plupart des écosystèmes marins réagissent aussi dans un climat qui se réchauffe, avec un niveau de risque qui devient important pour certains d'entre eux, même pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Il y a un mouvement de fond des biologistes marins pour souligner l'importance de limiter l'ampleur du réchauffement climatique pour préserver la vie dans l'océan, dont certains dépendent directement et dont d'autres dépendent plus indirectement. De ce point de vue-là, il y a des options de réponse aussi locales.
Parce que réduire les pollutions locales, ça aide la vie marine à faire face aux changements dans l'environnement. Et la gestion durable des pêcheries, les zones marines protégées, permettent aussi en fait d'avoir des écosystèmes qui soient plus résilients et de préserver aussi les revenus des populations qui en dépendent, en assurant le renouvellement de génération des espèces à valeur commerciale, par exemple. Voilà, donc c'est un rapport sur l'océan et la cryosphère qui souligne l'importance aussi de l'éducation. J'espère vous avoir appris des choses. Pour moi, c'est important que ces connaissances-là, elles soient le plus largement possible partagées, qu'elles fassent partie d'un socle commun de compétences pour chacun, parce que sinon c'est très difficile d'en comprendre l'image d'ensemble et tous les enjeux. Les conclusions de ce rapport, c'est que plus nous agirons tôt, plus nous pourrons faire face aux changements inévitables, gérer les risques, améliorer aussi nos vies et d'assurer la soutenabilité des écosystèmes et des populations partout dans le monde. Et ça souligne l'urgence de donner la priorité à une action immédiate, ambitieuse, coordonnée et tenace. Et je termine en vous montrant l'effet de la pandémie de l'année dernière sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc depuis 1970 jusqu'à 2020, les émissions mondiales avaient monté relativement régulièrement, avec des phases parfois de ralentissement ou de hausse des émissions. L'effet de la pandémie de 2020, avec l'interdiction de déplacement, le ralentissement de l'activité industrielle, ça a été une baisse transitoire en fait, une baisse importante, surtout au printemps 2020, puis c'est reparti à la hausse. Il y a des effets rebonds, on les a vus en Chine en fin d'année dernière, aux États-Unis, ça arrive également en Europe. Le fait de ne pas pouvoir se déplacer, ça n'a rien à voir avec le fait de structurer des changements importants, planifiés, pour lesquels on a discuté ensemble, des changements structurants. Ça n'a rien à voir. Et donc l'enjeu que l'on peut souligner par rapport à la pandémie, c'est des effets temporaires d'amélioration de la qualité de l'air dans beaucoup de régions urbaines, mais qui ont été ensuite effacés quand les activités ont repris comme avant. Pas d'effet discernable sur le climat. Vous vous souvenez de l'image du robinet et de la baignoire, On a un petit peu baissé le débit du robinet, puis on l'a remis vers le haut. Donc la baignoire, elle continue à se remplir. Et la question pour les années à venir, c'est est-ce qu'on va relancer les secteurs les plus polluants ? Est-ce que ça va être des effets rebonds ? Est-ce qu'on va verrouiller des émissions de gaz à effet de serre croissantes ? Ou au contraire, reconstruire mieux et favoriser des emplois non délocalisables, des activités économiques qui portent en fait les solutions vis-à-vis du climat et qui créent de l'emploi. Sur ce, merci beaucoup de votre attention. Et je vous ai mis